Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à ce 15e épisode de la saison 3. On tient à vous remercier pour votre support depuis le tout début. Le site et le podcast sont en constante croissance et c'est grâce à vous, vos partages et vos commentaires. Aujourd'hui, je suis avec le fan numéro 1 des Sounders de Seattle, le gourou de la NPSL Pro, Antoine Lattrap. Bonjour Antoine, ça va bien? Salut Anthony, ouais, ça fait un bout de temps que je t'avais pas eu sur un podcast. Ouais, c'est comme dans le bon vieux temps, on se retrouve. on se parle à chaque jour, hein, mais en podcast, c'est vrai que ça faisait, je pense, dans les débuts de la saison 3, depuis quelques épisodes, là, on s'était éloigné sur les podcasts. Surtout avec Adi ou alors toi sur la CanPL. Oui, exact. Ouais. Les deux, on a été présents sans se croiser. Donc oui, l'épisode d'aujourd'hui me tient à cœur. Hein. On va parler des expansions, puisque la semaine dernière, la MLS a fait une annonce importante. Elle est prête à agrandir la famille à 30. Et oui, en 2020, hein, on le sait, il y aura 26 clubs. Miami et Nashville vont faire leur apparition. En 2021, il va en avoir 27 avec l'arrivée de Austin. Et donc, oui, il va en avoir 30. Donc, ça va permettre à 3 nouvelles villes là, de pouvoir faire leur entrée en MLS. Donc, aujourd'hui, nous parlerons donc des 2 prochaines franchises pour 2020 et des projets faisant office de favoris pour la 28e, 29e et 30e franchise. Donc, Antoine, tu es prêt à te lancer? Oui, bah, comme je te l'ai dit un peu en off, on a un article de toute façon qui va arriver sur le site dans 2-3 semaines sur le sujet aussi. Donc voilà, pour nos auditeurs, ça servira un petit peu de préparation par rapport à l'article. Et puis j'ai déjà toutes les notes qui sont faites, donc hâte d'en parler. Parfait, donc on va y aller directement là, avec le nouveau. Hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la Ligue a annoncé qu'il y aurait 30 franchises sur le moyen terme. Donc, vraiment, on a pu voir que Sacramento et St. Louis faisaient office de favoris. C'est vraiment, même dans la Ligue, même dans le communiqué de la Ligue, là, elle les a cités. Et pour toi, est-ce que Sacramento et St. Louis sont légitimes pour être favoris? Pour moi, ça dépend avant tout de quand la Ligue va annoncer les 28e et 29e expansions. Si elle le fait incessamment sous peu, genre si elle laisse pas le temps en fait à d'autres projets de se développer un peu plus, c'est définitivement les 2 franchises qui sont favoris. Elles ont à peu près tout. Enfin, déjà, Sacramento était, tu te rappelles, j'étais pour Nashville, mais dans des 2 dernières places qui ont été données à Cincinnati et Nashville, Sacramento est 3e et elle avait perdu face à Nashville, enfin Cincinnati, puis face à Nashville. Et donc, ils ont déjà, en fait, ils sont quasiment prêts. Ce qui leur manquait, c'était un copropriétaire. Et le propriétaire des Pittsburgh, de la franchise de la NFL de Pittsburgh, a récemment acheté un peu de Sacramento et est prêt à amener l'équipe en MLS. Donc, ils ont en fait quasiment tout. Et c'est un marché très attractif. Beaucoup de jeunes licenciés de soccer là-bas. L'équipe USL, tu le sais sûrement, le Republic marche plutôt bien. Et puis la capitale est la Californie, qui est un État aussi avec beaucoup d'hispaniques, donc une population aussi jeune, donc encline au soccer, au sport. Ils ont un projet de stade qui a été développé aussi, qui est superbe, et pour 20 000 à 25 000 places, je crois. Donc c'est une équipe qui sera prête, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça sera pour moi et pas mal. Oui, surtout que c'est vraiment un succès populaire. Les supporters répondent présents à chaque match, à chaque saison, et ça depuis 2014, si je ne me trompe pas. Là. Donc, vraiment, oui, Sacramento, en plus, je trouve qu'ils ont leur propre identité. C'est pas un club comme tout le monde. Et puis, ça va donner une deuxième chance, pourquoi pas, à Cameron Iwaza d'épater la MLS, puisque son premier passage n'avait pas très bien marché. Et c'est vraiment un des meilleurs buteurs dans la ligue. Donc, oui, pour moi, le Sacramento, en plus, n'hésitez pas à aller suivre le nouveau compte de Sacramento Republic sur Twitter. C'est tout nouveau, c'est tout beau. En français. Oui, c'est ça en français. Oui, donc c'est ça. Oui, Sacramento, pour moi, là, c'est vraiment le grand favori. Et ensuite vient Saint-Louis. Saint-Louis, j'ai l'impression que s'ils arrivent en MLS, c'est vraiment plus pour
un peu le côté historique de la chose, puisque en USL, c'est loin d'être la plus grande foule, là. Elle se situe en milieu de peloton, donc c'est pas vraiment c'est pas, je pense, le succès populaire tant entendu comme Sacramento. Je sais pas si tu es du même avis. Oui, comme tu disais, je crois que Saint-Louis, c'est à peu près 4000 spectateurs par match Ouais, environ, alors 4000. que Sacramento, ça dépasse souvent une 10 000. En fait, Saint-Louis, c'est plus une, comme tu disais, historiquement, c'est une ville qui est dans les paysages du soccer depuis des années. Vraiment, la ligue régionale de Saint-Louis a commencé dans les années 20. Donc, c'est vraiment une ville qui a des racines importantes. Et ceux qui ont pu faire des recherches sur aussi l'équipe des États-Unis des années Mm. 50, dans la Coupe du Monde 1950, tous les joueurs venaient de Saint-Louis. C'est vraiment un berceau de talent historique. Et il y a un territoire tout autour qui est quand même assez peuplé. Ce n'est pas une ville aussi grande que Sacramento, mais il y a quand même un territoire qui est assez peuplé. Et c'est quelque chose de très régional, la fierté de Saint-Louis. Contrairement à Sacramento, par exemple, les actionnaires principaux, qui sont la famille Tyler, sont hyper attachés à la région. Ils viennent d'ici, ils vont sûrement investir dans la formation, dans les talents régionaux. Donc, à mon avis, ce sera plus une sorte d'aspect communautaire que Sacramento, mais c'est aussi une belle histoire. Mais, par exemple, le projet de stade serait prêt pour 2022, voire 2023, alors que Sacramento serait un an avant. Donc, il y a moyen, à mon avis, qu'il soit pris pour la 29e expansion. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très sympa. Aussi, un aspect sympa de cette candidature de Saint-Louis, c'est que les propriétaires sont en majorité des femmes, ce qui est inédit dans le paysage de la MLS. Mm. Donc, ce serait une bonne chose aussi d'avoir ce groupe de propriétaires, surtout dans les temps actuels politiques aux États-Unis. Donc, ouais, pas mal de choses sympas. Et puis, il y a eu, par exemple, toi, tu connais peut-être pas Theo Sherman, qui est un des grands consultants TV Oui. États-Unis, lui, fait un peu la promotion de cette candidature partout qu'il a la télé. Il parle de Saint-Louis en MLS. Donc voilà, il y a quand même un certain engouement, je pense, derrière cette Oui, candidature. et c'est surtout là que vraiment, tu sais, la MLS, c'est une ligue jeune, ben relativement jeune comparée aux autres ligues, et vraiment, Saint-Louis pourrait être un club vraiment différent des autres si, s'ils arrivent pourquoi pas, aller chercher les copyrights d'une ancienne équipe de 1930 avec le même nom. Puis, tu sais, je pense que si Saint-Louis réussit à arriver en MLS, je crois qu'ils vont vraiment miser sur le côté historique. Ça peut faire changement des autres clubs qui misent toujours sur la nouveauté. Euh, on a rarement vu ça. Ça arrive plus en USL avec, par exemple, les Tampa Bay Roadies, mais en MLS, il y a Vancouver qui a misé sur son histoire, Seattle, Portland également. Donc, vraiment, ça ferait une petite différence sur les dernières expansions qu'on a eues, qui c'était vraiment un renouveau complet. Et pourquoi pas redorer le blason de cette région-là, que, comme tu l'as dit, euh, vers 1950, lorsqu'ils étaient allés à la Coupe du Monde, là, c'était le 11 de départ quand ils avaient affronté et battu l'Angleterre. C'était des joueurs majoritairement originaires du Missouri. Donc, oui, Saint-Louis, pour moi, ça pourrait être une belle histoire, mais Je vais va juste. falloir. Oui. Ouais, Saint-Louis, il y a aussi une autre chose qui est sympa, c'est qu'ils ont perdu leur franchise de football américain, les Rams, qui sont partis à Los Angeles. Donc, ça fait aussi un espace, un trou à combler pour les fans de sport de la ville qui pourrait faire pencher un peu la balance pour eux aussi. Oui, mais je crois là pour s'assurer une place, il faudrait que les sporteurs répondent un peu plus présents Mm. dans le restant de l'année, là, parce que je vais juste aller faire ma petite recherche, mais j'ai l'impression que le stade n'est pas plein, même parce que des fois, peut-être que le stade pourrait avoir 4000 personnes, là, mais j'ai vraiment pas l'impression que le stade est plein à chaque semaine. Donc, vraiment, peut-être plus faire un impact dans les gradins, mais vraiment là, sur le terrain. Saint-Louis, c'est dans le top 3 de la Ligue en ce moment. C'est un peu la surprise cette année là, avec une défense avec Fink qui est très bon. Là, et oui, Saint-Louis peut aller loin cette saison en USL et peut-être que ça va être juste la petite étincelle qui manquait pour que Saint-Louis devienne vraiment, pourquoi pas, elle aussi, un succès populaire. Là. Après, faut pas. Je pense que les succès en tout cas sportifs, ouais, sur les tribunes, ouais, mais les succès sportifs des équipes USL ont vraiment peu d'importance pour la MLS.
Non. Bon, ouais, enfin, vraiment, à part les investissements sportifs, mais ouais, non, il n'y a pas. C'est parce qu'ils gagnent la USL qu'ils sont particulièrement Non, en. non. Non, non, ben, je sais, mais je disais plus que parfois une équipe gagnante va attirer plus Ouais. de personnes dans les estrades et Mm. c'était plus pour ça. Là, c'est comme tu le dis, je crois pas qu'Orlando est arrivé en MLS parce qu'elle a gagné 2 fois la Coupe USL. Non, pas. On n'est pas dans un monde de promotion-relégation. Bienvenue aux États-Unis. Et oui, hein, c'est vraiment ces deux équipes, ben pas ces deux équipes, ces deux franchises qui semblent avoir être les favoris de la MLS, mais il resterait une franchise. Hein. Il y a plusieurs projets intéressants. Durant un temps, on a parlé de Détroit, ensuite il y a Indianapolis, il y a Phoenix, il y a plein de villes qui veulent acquérir la MLS. Pour toi, là, si tu pourrais nous citer trois autres projets qui pourraient être intéressants, là, c'est lesquels pour toi? Alors pour moi, il y en a deux qui sont au-dessus et qui se battront sûrement pour la 30e expansion. Enfin, il y en a un qui est vraiment au-dessus. Pardon. Il y en a un, tu le mentionnais, c'est Phoenix. Phoenix pour moi est au-dessus des autres dossiers pour le moment parce que alors le seul souci, c'est qu'il y a pas mal de rivalités sportives. Il y a l'équipe de NBA, de NFL, de NHL et de baseball. Donc les 4 ligues majeures sont déjà présentes dans la région. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui marchent à Phoenix. Donc le club USL qui s'appelle le Rising FC et non pas tellement la propriété de Didier Drogba, du DJ Tiesto. Donc c'est un groupe médiatique, ce que la Ligue peut apprécier. Il y a un plan de stade qui est déjà en préparation. Il y a une démographie très bonne. Je crois que c'est peut-être la 11e ville la plus peuplée aux États-Unis. Il y a beaucoup d'hispaniques. L'équipe nationale américaine et mexicaine sont venus jouer à Phoenix. Ils ont réussi à avoir des belles affluences dans le stade. Donc voilà, c'est vraiment un territoire qui est très bon. En fait, il y a tout qui a l'air bon sur le papier. Le seul souci, c'est la rivalité en termes de franchise de sport dans la ville, mais ça a déjà été prouvé que dans d'autres régions, ça n'a pas forcément été un problème. Donc pourquoi pas. Et puis il y a 6000 spectateurs en moyenne, je crois, du côté de l'équipe USL. Donc c'est Oui, c'est ça. Il y a 6000 spectateurs, mais contrairement à Saint-Louis, là, c'est vraiment à pleine capacité, même des fois supérieur à la capacité. Je me demande comment ils le font, mais oui, c'est à chaque saison, Phoenix essaie d'agrandir un peu ses estrades. C'est vraiment un stade qui peut être agrandi à chaque année. Et, et à chaque saison, là, où pratiquement là, Phoenix agrandit son stade et les supporters répondent toujours présents. C'est vraiment là. Et on l'a vu, les supporters s'étaient déplacés à Orange County la saison dernière en série éliminatoire, les Bandidos, et c'était les seuls qu'on entendait dans les estrades de Orange County. Là. C'était vraiment magnifique. Ils avaient même fait le déplacement à Louisville. Donc, c'est vraiment un succès populaire niveau USL également. Là, et surtout, l'arrivée de Didier Drogba a dû faire du bien sur les terrains, mais surtout à l'extérieur. Et je crois que ça a été un argument de taille pour Phoenix, le cas de Didier Drogba avec la MLS. C'est le cas, ouais, vraiment. Et je pense que voilà, si les 28e et 29e expansions sont données à Sacramento et Saint-Louis, à mon avis, on laissait un petit peu de temps pour préparer une candidature. Et là, Phoenix peut vraiment devenir crédible s'ils ont un peu de temps pour préparer le terrain. Oui, oui, c'est vrai. Et en plus, là, je pense que ça équilibrait les conférences, mais je ne suis pas certain, mais parce que Nashville et Miami pourraient être à l'est. Ensuite, Sacramento et Austin à l'ouest, et puis Saint-Louis également à l'est. Donc, je pense que ça pourrait balancer les conférences à 15 de chaque côté. Et également, là, tu parlais d'un autre projet. Oui, alors, pour parler d'un projet qui n'est pas forcément lancé, mais voilà, il y a des rumeurs qui parlent de la ville de Charlotte. C'est un peu un profil à l'Atlanta, et je pense que c'est pour ça que la MLS voit Charlotte d'un bon oeil. C'est une ville qui est peu chère, des loyers à bas prix, il y a beaucoup de jeunes du coup qui viennent pour y travailler, qui sont fraîchement diplômés. C'est un peu le public clé donc de la ligue des jeunes, aussi avec une grande qualité de gens qui ne sont pas originaires des États-Unis, mais donc d'enfants de seconde génération d'immigrants. Charlotte aussi, c'est assez bien situé géographiquement. C'est un peu entre Atlanta et Washington. C'est pas trop loin de Nashville. C'est entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Donc, ça peut attirer des deux côtés.
le seul souci, c'est que pour le moment, il y a une équipe du USL, l'Independence, qui est vraiment loin d'être la plus grande équipe du USL, mais c'est la 17e ville la plus peuplée des États-Unis. Il y a une équipe NBA et NFL, donc on pourrait se dire c'est problématique parce qu'il y a déjà quand même deux rivaux dans la même ligue pour le public passionné de sport. Mais en fait, c'est justement les Panthers, qui sont la franchise de la NFL, vient d'être rachetée par David Tepper, qui est le plus riche propriétaire de la NFL, et donc il pense, lui, rénover son stade, et pourquoi pas faire comme à Atlanta, c'est-à-dire un stade modulaire pour le soccer et le football américain. Donc c'est une possibilité qui est pas mal énoncée. Le propriétaire l'a dit qu'il allait un peu regarder. Et vraiment, le marché est très attirant, je pense, pour la MLS. Le stade, s'il est vraiment bien fait, ça pourrait marcher comme à Seattle ou Atlanta, combinaison entre NFL et MLS. Et le nouveau président de la franchise, qui a été nommé il y a 2 mois, s'appelle Tom Glick, et c'est lui qui a lancé le New York City FC en MLS. Donc, voilà, il y a pas mal de petites coïncidences. Alors, c'est un marché qui est, toi tu le connais avec l'Independence, je pense, c'est un marché qui est assez sous-estimé, mais à mon avis, ça pourrait être une petite surprise pour le 3e place. Oui, la Caroline du Nord, c'est vraiment, ils offrent c'est toujours intéressant. Cependant, moi, si la MLS veut aller en Caroline du Nord, je crois que le projet du North Carolina FC est plus sérieux. Je parle pour la USL, là, comment ils ont fait leurs preuves, là. North Carolina FC, c'est à Cary, en Caroline du Nord. C'est eux qui ont fondé le Courage en NWSL. Là. C'est cette équipe qui est vraiment excellente chez les féminines. Et vraiment, là, c'est un groupe sérieux. C'est eux qui ont embauché Dave Sarachan. Donc, et les supporters, il y a 2 fois plus de supporters à North Carolina FC qu'à l'Independence, qui est vraiment là dans le fond du classement des supporters à chaque match. C'est 1500, contrairement là, ce sera pas très long, à 3400 pour North Carolina FC. Mais c'est sûr qu'une fois qu'une équipe MLS arrive dans l'une des 2 villes, je crois que les villes sont pas si loin de l'une d'entre elles. Là. Je pense que les 2 pourraient se rejoindre. Là. Non, oui, clairement, je pense que Raleigh aurait eu une chance si pas un intérêt de Charlotte. Parce que c'est une petite ville quand même par rapport à Charlotte. Et même si elle peut attirer tout ce qui est à côté de la ville, tous les banlieues, tout ça, c'est quand même plus petit que Charlotte. Mais après, oui, le propriétaire de North Carolina FC a maintes fois dit qu'il voulait aller en MLS. Donc pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de temps qu'il essaie d'arriver en MLS, il n'y a jamais eu trop d'avancées sérieuses, donc je pense qu'il a un peu manqué d'investissement. Je ne connais pas exactement la situation, mais ça me paraît plus compliqué que Charlotte, parce que l'attrait, c'est vraiment un marché beaucoup plus petit. Oui, c'est sûr. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses du projet d'Indianapolis? Pour toi, c'est vraiment pas, il est vraiment pas en tête pour l'ascension à MLS? Pour moi, ils ont la taille et récemment, ils ont eu 20 000 personnes au stade, je crois, pour leur ouverture de la saison Ouais. USL. Il y a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés cette année et ils veulent créer un tout nouveau stade dans un complexe urbain énorme. Il y aura un stade intérieur parce que là, ils jouent dans un stade de football américain, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le seul problème, c'est que il est vraiment très très mal placé. Il est dans la région de Midwest et il s'est fait. Enfin, à côté, il y a Cincinnati qui vient d'être annoncé. Columbus qui a été sauvé l'année dernière est aussi très très proche. Chicago n'est pas trop loin. Donc je ne vois vraiment pas être accéder en MLS à cause de leur situation géographique, surtout que Saint-Louis est tout près, Détroit, on peut en parler aussi, est tout près, donc il y a possiblement d'autres franchises qui vont s'installer à côté. Donc je pense que dans le court terme, ça va pas du tout se faire. Si la MLS un jour est à 38, 40 équipes peut-être, mais je pense qu'Indianapolis, c'est vraiment, c'est vraiment une des équipes les plus stables de division inférieure, mais malgré ça, je pense pas qu'ils ont une chance pour arriver en MLS. Ouais, c'est un peu le même problème que Louisville CTFC, qui est vraiment. J'ai écrit un article là-dessus sur Culture Soccer, mais c'est une des équipes qui a le plus de succès en USL. Ils ont un groupe de propriétaires sérieux. Ils vont même bâtir un nouveau stade très bientôt, même s'il reste en USL. C'est vraiment un stade pour la USL. C'est une franchise très sérieuse, mais vraiment, la compétition dans cette région des États-Unis est vraiment féroce. Et on posait déjà
le problème lorsque Cincinnati était une rumeur pour la MLS et ils ont intégré la MLS. Fait que là, vraiment, c'est un marché qui est saturé. Là. Il ne peut pas avoir de nouvelle équipe dans. Faudrait que ça soit une équipe vraiment qui sort de l'ordinaire. Là. C'est ça. Mais pour Louisville, c'est un peu la même chose. En fait, les deux sont très, très similaires. Et surtout que Indianapolis, ils ont déjà dit qu'ils vont faire leur stade s'ils passent en MLS ou pas. Donc, c'est assez cool. C'est que ils vont quand même réussir à progresser en étant en deuxième division, tout comme Louisville. Donc, ils vont pousser un peu la USL avec eux vers le haut. Mais je ne les vois pas en MLS non plus. Oui, et aussi ça prend également des marchés intéressants en USL pour que la ligue puisse se développer. Tu sais, par exemple, en Angleterre, la EPL est vraiment populaire, mais la Championship l'est également. Et j'espère que ça peut faire un peu la même chose aux États-Unis, que la MLS est vraiment intéressante, mais que la USL. Je travaille à chaque semaine pour vous la montrer, vous la décrire à travers mes tweets sur Twitter, mais vraiment, pour moi, c'est une ligue à part entière et les gros marchés comme Indianapolis, Las Vegas, récemment New Mexico et les équipes les plus stables, mais avec des plus petits marchés comme Louisville, San Antonio, c'est vraiment des équipes intéressantes. Tampa Bay, vraiment, c'est une ligne à part entière qui mérite aussi de garder ses équipes elle montre que même si ces équipes-là ne vont pas dans l'élite américaine, ils peuvent avoir du succès financièrement et sportivement. Clairement, ouais. Et pour passer un petit peu sur certaines franchises que tu as dit, juste pour leur possibilité d'accession à la MLS, par exemple, Tampa Bay, ça me paraît très compliqué aussi, vu qu'on a déjà Orlando et Miami en Floride, et que le projet avait déjà pas été très bien reçu par la Ligue quand ils avaient déjà essayé il y a quelques années. Et il y a déjà une équipe à Tampa Bay qui s'est arrêtée en 2001. Donc en MLS, le Tampa Bay Mutiny. Donc il y a peu de chance pour Tampa Bay. Et San Antonio, tu en parles aussi, on en avait parlé lors d'un podcast avec Jérôme Corsinovis, mais le fait que Austin arrive fait qu'il y a déjà 3 équipes au Texas et à mon avis, aucune chance d'avoir San Antonio dans le court terme. Ils ont vraiment été complètement. Tous leurs rêves ont été écrasés par cette expansion Austin. Donc ils vont devoir faire complètement sans. Oui, et en plus, San Antonio, c'est un cas à part. Là. Ils avaient des promesses venant de la MLS. En plus, c'est pour ça qu'on a la chance de voir San Antonio en USL. Ils ont racheté le stade des Scorpions. La MLS leur avait dit si vous voulez l'équipe en USL, vous rachetez le stade, vous allez avoir de grandes chances d'aller en MLS. Et finalement, c'est Austin qui a été choisi. Un peu de force avec Columbus, là, mais oui, c'est décevant pour San Antonio, mais je crois là, elle peut être heureuse également en USL et ça peut être que bon pour la USL de garder des bons marchés comme ça. Là. Clairement, clairement. Et pareil pour Las Vegas, qui avait tenté les expansions en 2014, 2017. Et voilà, personne pensait que ça pouvait marcher, le soccer à Las Vegas. Bam, les Lights FC arrivent. Ils arrivent à avoir, malgré des performances sur le terrain vraiment pas dingues, ils arrivent à avoir un certain public, ils arrivent à trouver un stade en centre-ville. Donc, voilà, c'est des marchés que la USL peut développer, comme San Antonio, comme Tampa Bay, et puis peut-être dans le très long terme accéder à l'MS. Mais je pense que sans nouvel investisseur à Las Vegas non plus, ça n'arrivera pas pour la Ouais, transférer. non, pas. En ce moment, je crois que Las Vegas n'est pas une équipe assez mature, j'ai l'impression, pour espérer monter dans l'élite américaine. J'ai l'impression que elle a son identité. Les Lights, je parle, mais je crois pas que cette identité peut, peut être répliquée en MLS. J'ai l'impression que c'est vraiment trop, trop familial, trop, on se prend pas au sérieux avec la mascotte, la mairesse, Après, l'argent. il suffit d'un Mais investisseur qui décide de racheter le club et changer tout ça, et puis voilà, c'est possible. Donc, c'est toujours compliqué, mais en termes de territoire, il y a aussi une équipe NFL qui est arrivée, une équipe, je sais plus, je crois qu'il y a eu une relocalisation aussi, une autre équipe, NFL. Donc, ça complique vraiment le paysage. Là. ouais, c'est ça, mais tu sais, je ne veux pas être trop péjoratif non plus. C'est pas méchant, c'est juste que j'ai l'impression que les Lights
faut qu'ils trouvent leur propre identité. Ça va très bien en USL, mais j'ai l'impression que ça pourrait un peu gâcher leur projet s'ils vont, par exemple, dans 3 ans en MLS. J'ai l'impression que il faut qu'ils profitent de leur expérience en USL un peu un peu laisser leur génie créatif parler et puis lorsqu'ils n'auront plus d'idées, là, aller en MLS. Après, Nashville a pas passé trop de temps, par exemple, en USL avant d'être en MLS. Donc, bon, qui sait? Pour Las Vegas. Et Ouais, puis, qui sait? Ça se non, trouve, ça se trouve, les personnes qui demanderont une expansion MLS à Las Vegas n'auront rien à voir avec le Lights. Voilà, c'est toujours compliqué, mais pour le moment, il n'y a pas d'intérêt non, particulier. je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu voulais parler de d'autres projets où on avait pas mal fait le tour? Juste mentionner Détroit, qui était une des 4 finalistes avec Nashville, Cincinnati et Sacramento il y a 2 ans. Le fait que finalement ils ne pouvaient pas construire un nouveau stade et devaient partager le stade avec Ford Field des Détroit Lions de NFL a complètement coulé le dossier. Mais c'est quand même une population jeune. Il y a une franchise de NPSL Pro qui s'appelle les 3 City FC qui arrive à avoir 7000 personnes en moyenne au stade. Euh, donc, en fait, il y a moyen de vraiment galvaniser ce territoire si le dossier est vite fait, enfin, s'il est vite lancé. Mais le problème, c'est que Detroit City FC se lance professionnel cette année, donc peut vraiment voler la légitimité de l'équipe de la ville. Donc, ça va être très compliqué, mais voilà, la Ligue est très intéressée. Vraiment, elle avait assez appuyé le dossier de Détroit. Ils avaient essayé aussi d'implanter une ville à Cleveland il y a quelques années, qui est juste à côté. Donc, voilà, la ville veut s'implanter dans la région, mais voilà, si le dossier des trois arrive à connaître un coup de pouce, il y a moyen qu'il soit la surprise pour la 30e expansion. Euh, et je crois que c'est à peu près tout. On est un peu, voilà, j'aurais peut-être mentionné le dossier San Diego, parce qu'il était assez médiatique il y a quelques années, puisque London Donovan l'avait supporté, mais ils n'ont pas réussi à trouver un stade, un accord pour un stade, donc le dossier a complètement coulé et aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus le mouvement MLS de San Mm. Diego. La seule lueur d'espoir, c'est que l'université locale veut construire un stade de 35 000 places, donc pourrait y avoir une équipe MLS dedans. Ça me paraît assez compliqué, surtout que, voilà, je suis pas hyper sûr de ce que je vais dire, mais je crois qu'ils sont pas trop loin d'autres marchés potentiels, comme on mentionnait Las Vegas ou même Phoenix. Ils sont pas hyper loin, alors qu'ils sont quand même en Californie où il y a quand même déjà pas mal d'équipes et si Sacramento arrive, il y en aura d'autres. Donc ça paraît très compliqué Ouais, pour San Diego. ouais, c'est ça. J'ai l'impression que si Sacramento est choisi, il va manquer de place pour d'autres équipes MLS en Californie. Je crois que 4 équipes dans un État, ça commence à faire beaucoup, là. Et ça va aussi pour San Francisco. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de rumeurs qui donnent des équipes à San Francisco, mais comme c'est une ville assez connue, souvent il y a des gens sur Twitter qui me disent ah, San Francisco, il y a moyen. Clairement pas, vu qu'il y a San Jose qui est en banlieue de San Francisco, qui a déjà une équipe MLS, et il y a eu une équipe, voilà, les Delta, il y a 2 ans, qui étaient en NASL et qui ont duré un an parce ils n'y arrivaient pas à s'implanter dans le marché des sports de San Francisco. Donc voilà, c'est très compliqué de s'implanter à San Francisco et il y a vraiment peu de chances d'avoir une équipe MLS même sur le long terme. Oui, et on parle d'expansion, là, mais on en a de confirmer qu'ils vont arriver en MLS lors de la prochaine saison en 2020. Nashville et Miami. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux momentum dans chaque expansion pour Miami. Là, ça semblait être un des meilleurs projets MLS lors de ses débuts. Et là, on dirait plus que le temps va et moins que les gens à Miami semblent rassurés. Il y a eu quelques problèmes récemment avec le stade et tout. La conférence de presse de Beckham dans les fougères de Fort Lauderdale, je crois que ça n'a pas donné un bon coup de pub pour la franchise, hein, Antoine. Non, c'est clair, c'est très loin de toutes les lumières et l'aspect sexy que Beckham voulait amener à Miami. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, ils ne trouvaient pas de stade à Miami, puis après ils en ont trouvé un, mais c'était trop tard pour commencer à jouer dès l'année prochaine, dès 2020. Donc il va jouer à Fort Lauderdale, qui est quand même pas. Enfin voilà, c'est pas non plus la banlieue de Miami, parce qu'un un petit peu loin. Il va jouer à Fort Lauderdale pendant 2 ans, ou 3, ça dépend de l'avancée des travaux à Miami, et dans un stade vraiment qui est à l'abandon, comme tu disais, il a fait une conférence de presse devant des fougères et devant un stade totalement abandonné, c'était très triste.
Donc il va devoir jouer là-bas devant 15 000 personnes pendant 2 ans. Ce qui va vraiment donner un gros coup à la marque Miami. Parce que c'est clairement un projet qui a voulu se montrer comme. Enfin voilà, c'est Beckham, c'est le star, c'est la star, c'est les paillettes. Il parle enfin, on voit tout le temps des rumeurs, Ronaldo, Griezmann, des joueurs qui pourraient arriver l'année prochaine. Sauf que Mm. si tu joues à Fort Lauderdale, il n'y a aucune chance. Ouais, Pendant 2 ans, c'est et, pas. et en plus, ils ont Jason Christ dans le staff technique, donc je crois que L'entraîneur, pas très. ça l'a été la première Non, et puis, erreur. ouais, c'est ça. Non, et puis il y a vraiment une gestion qui est complètement très mauvaise depuis le début. Le projet a commencé quand même en 2014. Donc voilà, la Ligue se traîne ça comme une épine dans le pied. Aucune envie, c'est que l'équipe arrive. Mais c'est-à-dire qu'ils vont faire les 2 premières années loin de Miami. Ça va vraiment pas être facile pour conquérir le public de Miami qui est lui-même fan d'autres sports, par exemple, et qui, pour le moment, voilà, si l'équipe joue pas dans la ville pendant les 2 premières années, ils vont avoir du mal à amener des gens au stade. Il y a aussi d'autres équipes pro qui vont se lancer à Miami, le Miami FC et le Miami United dès l'année prochaine en NPSL Pro, même si c'est pas des grosses menaces, mais voilà, Hmm. c'est compliqué. Le monde des sports à Miami, c'est assez connu. Donc, ouais, Beckham commence très très mal. Oui, et surtout que d'un point de vue marketing, c'est assez compliqué puisque dès les premières années, j'ai l'impression qu'il va devoir se trouver deux sources de supporters. Une première source à Fort Lauderdale Mm. et puis par la suite à Miami. Et d'un sens, les personnes qui habitent Fort Lauderdale, ils vont peut-être se sentir abandonnés lorsque l'équipe va partir à Miami. Là. J'ai l'impression que Miami va ben le groupe MLS va faire beaucoup d'efforts dans les premières années à Fort Lauderdale et puis encore une fois abandonner et donner la réserve. J'ai l'impression que les gens vont se sentir un peu floués. C'est ça, ouais. Le seul bon aspect pour le moment qui a été parfaitement géré, je trouve, c'est tout ce qui est autour du La design marque. ouais, de la marque, exactement. Le logo est superbe, j'adore. Vraiment le plus beau logo des 3 expansions. Désolé pour Nashville, j'aime pas vraiment. Et Austin, il est assez sobre. Mais celui de Miami est vraiment réussi. Il y a une vraie identité visuelle. Et le projet de stade qui a été, il y a eu des vidéos qui ont été lancées par le club avec un stade dont le toit reflète un peu les ailes d'un héron. Je crois que c'est le héron. Ouais, je Ou crois le aussi. oiseau qui est sur le logo, je vais vérifier ça maintenant, mais ouais, non, vraiment l'aspect visuel est très très bien réussi. C'est ça, mais Miami, là, c'est. J'ai hâte de voir dans les prochains temps, mais j'ai l'impression que de maintenant jusqu'à la saison 2020, ça va être vraiment un temps crucial pour cette équipe parce on dirait qu'on a moins d'informations que, par exemple, le club de Sacramento qui risque d'arriver dans bien plus longtemps. Donc, Mm. c'est pas rassurant, surtout quand on sait. Que j'ai embarqué dans le sujet Nashville, mais surtout quand on sait que Nashville, le stade est déjà désolé, le stade est déjà débuté. Nashville sait qu'il va jouer dans son stade maximum en 2022, mais il vise 2021. Par la suite, ils ont déjà un stade pour la saison 2020, le Nissan Stadium pour les fans de NFL, c'est le stade des Titans du Tennessee. Le CEO, c'est l'ancien de Liverpool qui avait gagné le titre euh, du meilleur président en English Premier League. Par la suite, leur GM, ils ont déjà un plan en tête. Ils sont allés chercher quelqu'un du Sporting Kansas City. Donc, Nashville risque de suivre l'école de la formation comme Kansas City. Et puis, ils ont déjà leur coach. C'est le coach de USL, Gary Smith. Et déjà 2 joueurs de signer pour la MLS, les 2 buteurs, Daniel Rios et Cameron Lancaster, 2 des meilleurs buteurs de USL. Donc, j'ai l'impression que Nashville est déjà plus avancé que Miami. Mais vraiment, c'est peut-être juste dans qu'est-ce qu'on voit, nous, en tant que supporters. Peut-être que Miami est plus avancé, mais qu'il ne le laisse pas paraître. Non, mais je pense que Nashville est mieux préparé. Ils ont vraiment eu le temps de se préparer, contrairement à d'autres équipes comme par exemple Cincinnati qui a dû vraiment rusher son entrée en MLS. Donc, c'est vraiment, ouais, je pense que Nashville est une équipe qui, en tout cas, a le temps de se préparer et a une fanbase qui se développe assez bien en USL. Et lors de son arrivée en MLS, je pense que tout sera prêt. Donc, j'ai hâte de les voir. Je suis pas fan du logo, comme je t'ai dit, mais vraiment, c'est un détail. Tout le reste, c'est
vraiment réussi pour Nashville pour le moment. Et ça va jamais être, je pense, non plus un marché à 70 000 personnes au stade chaque semaine, mais ça va être un marché, comme tu disais, Kansas City, qui se base vraiment sur sa communauté et qui, il y a des chances, arrive à faire de belles choses en MLS. Oui, exactement. Là, je crois pas que ça va être du 40 000 personnes. D'ailleurs, le stade risque de tourner autour du 20 000 personnes. Je pense pas que ça va être le genre d'équipe qui va épater à l'international, mais que les gens sur place vont faire le succès de ce club. Et vraiment, c'est un club qui est sérieux. Ils ont déjà leur chef recruteur. Ils ont déjà, comme je l'ai dit, le coach peut travailler déjà comme faire un peu Cincinnati, se trouver une base de joueurs USL. Et il ne faut pas avoir peur. Le Mike Jacobs et Gary Smith, ils proviennent de la USL. C'est eux qui ont bâti Nashville en USL. Je parle du sportif. Et ils vont faire de même en MLS. Donc, je trouve que une expansion, on est souvent dans l'ignorance, on ne sait pas où trop mettre de la tête et j'ai l'impression que ça donne un petit peu plus d'assurance quand on connaît déjà le staff qui va suivre le club en MLS et puis le président, j'ai l'impression que c'est déjà l'un des meilleurs en MLS. Il a très bien communiqué lorsqu'il est allé au podcast officiel de la MLS, Extra Time. Donc vraiment, je suis assez assuré par Nashville là, et vraiment, là, j'ai l'impression que ça va être un projet sur le long terme et ne pas rester surpris si la première saison n'est pas la meilleure. C'est pas le genre d'équipe qui va aller chercher les meilleurs joueurs désignés. J'ai l'impression que, comme un peu Kansas City, une équipe sérieuse avec des joueurs qui donnent tout pour le maillot et tout. Là. Ouais, non, clairement. Et puis, ça va être une équipe qui, à mon avis, ne fera pas les unes de tous les magazines internationaux, comme pourra le faire Miami. Mais aux États-Unis, on saura que Nashville est vraiment ça. Oui, exactement. Et vraiment, Nashville a toujours eu des bonnes foules lorsque c'était du soccer de haut niveau, par exemple avec je crois que c'était l'International Champions Cup où les États-Unis ont également déjà joué à Nashville. Et vraiment, c'était des bonnes rencontres. Et ne vous fiez pas, si vous allez voir, là, par exemple, les affluences de cette saison, ne vous fiez pas aux 6 000 personnes en moyenne par match. Parce que à chaque fois, c'était une météo horrible. C'est pour l'instant, Nashville n'est pas chanceux. Elle a accueilli Memphis, qui est une autre équipe du Tennessee. On pensait que ça allait être rempli à pleine capacité et malheureusement, là, il y a eu des orages. Le match a été repoussé d'1 heure et demie. Donc, non, Nashville n'est pas chanceux pour ça. Mais la dernière saison, là, c'était environ 9500 personnes par match dans un stade qui en accueille 10 000. Donc, non, c'est vraiment un succès dans ce compartiment. Parfait. Et Antoine, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Pas sur Nashville, mais on peut passer à Austin si tu veux. Oui, oui, on peut passer par Austin. Hein. Precourt menace déjà la ville d'Austin. Hein. Il dit que vraiment, là, sans des lois mis pour son équipe, là, la viabilité à Austin risque d'être menacée. Déjà, l'équipe n'a même pas débuté et son activité est menacée. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle? Non, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. En sont des détails, mais il ne va pas y avoir de problème. Pardon, il va pas y avoir de problème avec Ostinassi. C'est un marché qui est très bon. La Ligue ne devrait pas s'en passer. On en avait parlé dans le podcast sur Ostinassi avec un journaliste local, donc Jérôme Cortinovis, qui nous avait expliqué vraiment une ville dynamique, une ville qui est pleine de jeunes, qui devrait faire beaucoup de bien au soccer au Texas. Et voilà, normalement, ça devrait aller. Ce sera pas non plus comme Miami, une franchise qui sera sur qui fera les unes de nombreux papiers, mais ce sera clairement une équipe qui va réussir, à mon avis, à avoir sa petite communauté, son petit stade à 20 000 personnes et faire de très belles choses. Oui, et d'un autre côté, l'équipe de Miami devra faire un excellent coup marketing, mais seulement pour, j'ai l'impression, se faire accepter dans les autres
dans les autres villes. J'ai l'impression qu'elle elle va débuter et déjà être regardée d'un mauvais œil et j'ai l'impression que c'est pas vraiment plaisant pour les personnes d'Austin. Je crois qu'ils méritent autant leur équipe que les autres prochaines expansions. Et c'est juste que le président a peut-être mal agi pour amener l'équipe à Austin, mais vraiment, les sporteurs semblent vraiment épatants. Déjà l'équipe de USL qui n'est pas reliée avec le projet, mais réussit à attirer des belles foules. C'est vraiment, avec l'équipe USL, j'ai vraiment réalisé que c'est une ville qui mérite d'avoir une équipe de soccer et c'est vraiment une ville vraiment merveilleuse et qui mérite sa place à MLS. C'est ça, ouais, clairement. Je pense que ça va être très sympa là-bas. Même si, en fait, ça va être drôle, ça va apporter un peu de rivalité aussi, parce que tout le monde va être testé, vu que c'est une localisation de base et que le propriétaire a pas l'air d'être un mec super sympa. Donc, ça va être génial. Ça va vraiment créer un peu de drama dans la ligue. Ouais. Et ça va être sympa à suivre. Franchement, le premier match face au Columbus, ça va être très sympa. Oui, effectivement. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode, Antoine. Si vous avez aimé cet épisode sur les expansions, on vous le rappelle, dans les prochaines semaines, Antoine va sortir un article sur les expansions. Donc, il va vraiment y aller plus en profondeur. Là, on est quand même resté... on est resté pas vague, mais tu sais, En surface. en surface pour vraiment en parler le plus possible de tous les projets, mais Antoine va vraiment y aller en profondeur, en précision. Et n'hésitez pas à aller le partager et le lire pour être à l'affût du futur, oui. Donc, il va sortir dans 2-3 semaines, donc ouais, restez au courant, suivez-nous sur Twitter et Facebook et Instagram pour être notifié de son arrivée. Exactement. Et faites de même avec les prochains articles. Hein. N'hésitez pas à partager, commenter. C'est grâce à vous qu'on réussit à se développer. Donc, lorsque vous voyez, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde et tout, venez nous le dire. On n'est pas méchants. on va vous accueillir à bras ouverts. Donc, merci à tous et merci à toi, Antoine. Merci à tous. Ouais, merci à toi, Anthony, aussi. Et ouais, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les plateformes d'écoute et si vous écoutez sur YouTube, à lâcher un petit pouce en l'air, ça coûte rien et c'est pas mal pour nous. Ça aide vraiment. Merci. Merci à tous, ciao.